Nous en étions là de notre vie nouvelle lorsqu'un jour je reçus une lettre de ma mère. Elle m'annonçait qu'il se présentait pour ma sœur un parti non seulement convenable, mais avantageux. Le comte Horace de Bezeval, qui joignait à sa propre fortune 25 000 livres de rente qu'il avait hérité de sa première femme, mademoiselle Pauline de Meulien, demandait Gabrielle en mariage. Heureusement, j'étais seule lorsque j'ouvris cette lettre, car ma stupéfaction m'eût trahi. Cette nouvelle que je recevais n'était-elle pas bien étrange, en effet? Et quelques nouveaux mystères de la Providence ne se cachaient-ils pas dans cette bizarre prédestination qui conduisait le comte Horace en face du seul homme dont il fut connu? Quelque empire que je fusse parvenue à prendre sur moi-même, Pauline ne s'en aperçut pas moins, en rentrant, qu'il m'était arrivé pendant son absence quelque chose d'extraordinaire. Au reste, je n'eus pas de peine à lui donner le change, et dès que je lui ai dit que des affaires de famille me forçaient de faire un voyage en France, elle attribua tout naturellement au chagrin de nous séparer l'abattement dans lequel elle me retrouvait. Elle-même pâlit et fut forcée de s'asseoir. C'était la première fois que nous nous éloignions l'un de l'autre depuis près d'1 an que je l'avais sauvée. Puis, il y a entre cœurs qui s'aiment, au moment d'une séparation, quoiqu'en apparence courte et sans danger, de ces pressentiments intimes qui nous la font inquiétante et douloureuse. Quelque chose que la raison dise pour nous rassurer. Je n'avais pas une minute à perdre. J'avais donc décidé que je partirais le lendemain. Je montai chez moi pour faire quelques préparatifs indispensables. Pauline descendit au jardin, où j'allais la rejoindre aussitôt que ses apprêts furent terminés. Je la vis assise sur le banc où elle m'avait raconté sa vie. Depuis ce temps, je l'ai dit, comme si elle eût été réellement endormie dans les bras de la mort, ainsi qu'on le croyait. Aucun écho de la France n'était venu la réveiller, mais peut-être approchait-elle du terme de cette tranquillité. Et l'avenir, pour elle, allait-il douloureusement se rattacher à ce passé que tous mes efforts avaient eu pour but de lui faire oublier. Je la trouvais triste et rêveuse. Je vins m'asseoir à son côté. Ses premiers mots m'apprirent la cause de sa préoccupation. « Ainsi vous partez » me dit-elle. « Il le faut, Pauline, » répondis-je d'une voix que je cherchais à rendre calme. « Vous savez mieux que personne qu'il y a des événements qui disposent de nous, et qui nous enlèvent au lieu que nous voudrions ne pas quitter d'une heure, comme le vent le fait d'une feuille. Le bonheur de ma mère, de ma sœur, le mien même, dont je ne vous parlerai pas s'il était le seul compromis, dépendent de ma promptitude à faire ce voyage. »« Allez donc, » reprit Pauline tristement. « Allez puisqu'il le faut. Mais n'oubliez pas que vous avez en Angleterre aussi une sœur qui n'a pas de mère, dont le seul bonheur dépend désormais de vous, et qui voudrait pouvoir quelque chose pour le vôtre. »« Oh, Pauline !» m'écriai-je en la pressant dans mes bras. « Dites-moi, doutez-vous un instant de mon amour ? Croyez-vous que je ne m'éloigne pas de vous le cœur brisé ? Croyez-vous que le moment le plus heureux de ma vie ne sera pas celui où je rentrerai dans cette petite maison qui nous dérobe au monde tout entier ? Vivre avec vous de cette vie de frère et de sœur, avec l'espoir seulement de jours plus heureux encore. Croyez-vous que ce n'était pas pour moi un bonheur plus grand, que je n'avais jamais osé l'espérer ? Oh, dites-moi, le croyez-vous ? » ?»« Oui, je le crois, » me répondit Pauline. « Car il y aurait de l'ingratitude à en douter. Votre amour a été pour moi si délicat et si élevé que je puis en parler sans rougir, comme je parlerais d'une de vos vertus. Quant à ce bonheur plus grand que vous espérez, Alfred, je ne le comprends pas. Notre bonheur, j'en suis certaine, tient à la pureté même de nos relations. Et plus ma position est étrange et sans pareille peut-être, plus je suis déliée de mes devoirs envers la société, plus, pour moi-même, je dois être sévère à les accomplir. »« Oh oui, oui, lui dis-je, je vous comprends. Et Dieu me punisse si jamais j'essayais de détacher une fleur de votre couronne de martyr pour y mettre en place un remords. Mais enfin, il peut arriver tels événements qui vous fassent libre. La vie même, adoptée par le comte, pardon si je reviens sur ce sujet, l'expose plus que tout autre. Oh oui, oui, je le sais. Aussi, croyez-le bien, je n'ouvre jamais un journal sans frémir. L'idée que je puis voir le nom que j'ai porté figurer dans quelques procès sanglants, l'homme que j'ai appelé mon mari menacé d'une mort infâme, eh bien, que parlez-vous de bonheur dans ce cas-là, en supposant que je lui survécusse ?
Oh, d'abord, et avant tout, Pauline, vous n'en seriez pas moins la plus pure, comme la plus adorée des femmes. N'a-t-il pas pris soin de vous mettre à l'abri de lui-même, si bien qu'aucune tache de sa boue ni de son sang ne peut vous atteindre? Mais je ne voulais pas parler de cela, Pauline. Dans une attaque nocturne, dans un duel même, le comte peut trouver la mort. Oh, c'est affreux, je le sais, de n'avoir d'autre espérance de bonheur que celle qui doit couler de la blessure ou sortir de la bouche d'un homme avec son sang et son dernier soupir. Mais enfin, pour vous-même, une telle fin ne serait-elle pas un bienfait du hasard, un oubli de la Providence? Eh bien, dit en m'interrogeant Pauline. Eh bien alors, Pauline, l'homme qui sans condition s'est fait votre ami, votre protecteur, votre frère, n'aurait-il pas droit à un autre titre? Mais cet homme a-t-il bien réfléchi à l'engagement qu'il prendrait en le sollicitant? Sans doute, et il y voit bien des promesses de bonheur sans y découvrir une cause d'effroi. A-t-il pensé que je suis exilée de France, que la mort du comte ne viendrait pas rompre mon ban, et que les devoirs que je me suis imposés envers sa vie, je me les imposerais envers sa mémoire? Pauline, lui dis-je, j'ai songé à tout. L'année que nous venons de passer ensemble a été la plus heureuse de ma vie. Je vous l'ai dit, je n'ai aucun lien réel qui m'attache sur un point du monde plutôt que sur un autre. Le pays où vous serez sera ma patrie. Eh bien, me dit Pauline avec un si doux accent que, mieux qu'une promesse, il renfermait toutes les espérances. Revenez avec ces sentiments. Laissons faire à l'avenir et confions-nous en Dieu. Je tombai à ses pieds et je baisai ses genoux. La même nuit, je quittai Londres. Vers midi, j'arrivai au Havre. Je pris aussitôt une voiture de poste et je partis. À 1h du matin, j'étais chez ma mère. Elle était en soirée avec Gabriel. Je m'informai de quelle maison. C'était chez Lord G, ambassadeur d'Angleterre. Je demandai si ces dames y étaient seules. On me répondit que le comte Horace était venu les prendre. Je fis une toilette rapide, je me jetai dans un cabriolet de place et je me fis conduire à l'ambassade. Lorsque j'arrivai, beaucoup de personnes s'étaient déjà retirées. Les salons commençaient à s'éclaircir, mais cependant, il y restait encore assez de monde pour que j'y pénétrasse sans être remarqué. Bien que j'aperçus ma mère assise et ma sœur dansant, l'une avec toute sa sérénité, dame habituelle, l'autre avec une joie d'enfant, je restai à la porte. Je n'étais pas venue pour faire une reconnaissance au milieu d'un bal, et d'ailleurs, je cherchais encore une troisième personne. Je présumais qu'elle ne devait pas être éloignée. En effet, mon investigation ne fut pas longue. Le comte Horace s'était appuyé au lambris de la porte, en face de laquelle je me trouvais moi-même. Je le reconnus au premier abord. C'était bien l'homme que m'avait dépeint Pauline. C'était bien l'inconnu que j'avais entrevu au rayon de la lune dans l'abbaye de Grandpré. Je retrouvai tout ce que je cherchais en lui. Sa figure pâle et calme, ses cheveux blonds qui lui donnaient cet air de première jeunesse, ses yeux noirs qui imprimaient à sa physionomie un caractère si étrange. Enfin, ce pli du front qui, depuis 1 an, à défaut de remords, les soucis avaient dû faire plus large et plus profond. La contredanse finie, Gabriel alla se rasseoir près de sa mère. Aussitôt, je priai un domestique de dire à madame de Nerval et à sa fille que quelqu'un les attendait dans la salle des pelisses et des manteaux. Ma mère et ma sœur jetèrent un cri de surprise et de joie en m'apercevant. Nous étions seuls, je pus les embrasser. Ma mère n'osait en croire ses yeux qui me voyaient et ses mains qui me serraient contre son cœur. J'avais fait une telle diligence qu'à peine pensait-elle que sa lettre m'était arrivée. En effet, la veille, à pareille heure, j'étais encore à Londres. Ni ma mère ni ma sœur ne pensaient à rentrer dans les salons de danse. Elles demandèrent leur manteau, s'enveloppèrent de leur pelisse et demandèrent l'ordre au domestique de faire avancer la voiture. Gabriel dit alors quelques mots à l'oreille de ma mère. « C'est juste, » s'écria celle-ci. « Et le comte Horace ?»« Demain, je lui ferai une visite et vous excuserez près de lui, » répondis-je. « Le voilà, » dit Gabriel. En effet, le comte avait remarqué que ces dames quittaient le salon. Au bout de quelques minutes, ne les voyant pas reparaître, il s'était mis à leur recherche et il venait de les retrouver prêts à partir.
J'avoue qu'il me passa un frissonnement par tout le corps en voyant cet homme s'avancer vers nous. Ma mère sentit mon bras se crisper sous le sien, elle vit mes regards se croiser avec ceux du comte, et, avec cet instinct maternel qui devine tous les dangers, avant que ni l'un ni l'autre de nous deux eût ouvert la bouche, « Pardon, dit-elle au comte, c'est mon fils, que nous n'avions pas vu depuis près d'1 an, et qui arrive de Londres. » Le comte s'inclina. « Serais-je le seul, dit-il d'une voix douce, à m'affliger de ce retour, madame, et me privera-t-il du bonheur de vous reconduire ? » C'est probable, monsieur, répondis-je, me contenant à peine. Car là où je suis, ma mère et ma sœur n'ont pas besoin d'autres cavaliers. Mais c'est le comte Horace, me dit ma mère en se retournant vivement vers moi. Je connais, monsieur, répondis-je avec un accent dans lequel j'avais essayé de mettre toutes les insultes. Je sentis ma mère et ma sœur trembler à leur tour. Le comte Horace devint affreusement pâle. Cependant, aucun autre signe que cette pâleur ne trahit son émotion. Il vit les craintes de ma mère, et, avec un goût et une contenance que me donnait la mesure de ce que j'aurais peut-être dû faire moi-même, il s'inclina et sortit. Ma mère le suivit des yeux avec anxiété, puis, lorsqu'il eut disparu, « Partons, partons !» dit-elle en m'entraînant vers le perron. Nous descendîmes l'escalier, nous montâmes en voiture, et nous rentrâmes à la maison sans avoir échangé une parole.